Au départ, tu crées un réseau social. Le but, tu fais la course aux utilisateurs. Ah, regarde, putain, on est 1000, on est 2000, on est 3000. Puis à la fin, tu te dis, OK, on est 8 millions, j'en ai 20 000 de plus par jour. J'ai une vraie responsabilité. Donc, faut vraiment que je mette en place des outils de modération, que je mette en place des équipes qui soient réactives, qu'on puisse signaler le contenu, qu'on puisse collaborer avec Pharos, qu'on puisse collaborer avec des associations pour accompagner d'éventuels créateurs de contenu. Enfin, tu vois, des choses auxquelles tu peux pas imaginer avoir à faire au début du projet, tu vois. Et là, tu touches du doigt qu'on t'attend au tournant, que tu as des utilisateurs qui quotidiennement utilisent ta plateforme, ils hébergent des données personnelles, tu dois assurer la continuité des services, tu dois assurer leur sécurité. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. J'avais jamais entendu parler de cette boîte, ni vu son logo. Et lorsqu'on m'a proposé de rencontrer Mime, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je dois vous dire que j'ai été passionné par le sujet. D'une part par la perso de Pierre, son fondateur, hyper authentique et attachant, et d'autre part par la fabuleuse histoire entrepreneuriale qui est en train de se dérouler. Et enfin, pas des moindres, vous allez voir les différentes dimensions du projet. Je pense aux dimensions économiques, technologiques, éthiques, humaines, managériales, et même sociétales de ce projet. Je vais essayer de vous partager un peu le ressenti que j'ai eu au travers d'un échange avec Pierre, justement, Pierre Garonner, cofondateur de cet univers assez unique, vous allez voir, qu'est Mime, M-Y-M, pour ceux qui ne connaissent pas. Salut Pierre. Salut Geoffrey. Merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Merci à toi de nous donner la parole. C'est Bon, un plaisir. la parole, on va essayer de la prendre pendant 1 heure. On va essayer d'aborder un peu ton parcours, l'histoire de ce projet Mime et rentrer un peu dans les différentes facettes et les enjeux. Si ça te va, avant de démarrer sur le projet, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail de ton parcours, comprendre en quelques mots qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens avant d'avoir lancé Mime ? Alors avec plaisir. Donc dans cette aventure, on est deux, Gaspard Hafner et moi, Pierre. On est deux copains d'enfance d'origine stéphanoise à la base. Donc de mon côté, moi j'ai un master en droit et j'ai fait un 3e cycle à l'EM Lyon. Et j'avais connu un premier projet entrepreneurial que j'ai foiré en sortie d'école. C'était une app un peu sociale entre Zenly et Too Good To Go. Et puis ensuite, j'ai eu une carrière en régie publicitaire, mobile, et ensuite mobile et desktop pendant une dizaine d'années comme commercial. Okay. Et lui, Gaspard, il a commencé à coder très tôt, à l'âge de 13 ans, même s'il aime rappeler qu'il n'est pas développeur. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même lui qui a développé la plateforme de Mime tout seul et qui a généré 30 millions d'euros en 2020. Donc, il s'est quand même développé, le garçon. Et lui, de son côté, il a eu son agence de com digital à Lyon pendant 15 ans. Donc, Gaspard, c'est le côté tech. Et toi, tu t'occupes de quoi dans ce projet-là ? De la partie business, peut-être ? Exactement. Moi, de la partie business et de la partie com. Ok. Donc, j'allais te demander si cette notion d'entrepreneuriat était quelque chose de naturel chez toi. Visiblement, oui, parce que tu t'es lancé dès le départ après tes études. Et je sais que t'es père de famille, t'es diplômé il y a quelques temps, parce que les personnes que j'ai à ce micro sont parfois très jeunes et qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux, assez tôt dans leur carrière. Là, le projet Mime et cette envie d'entreprendre après quelques années de salariat, il est venu comment ? Je pense vraiment à l'aspect entrepreneurial. Je pense que déjà, il y a plein de scénarios possibles qui peuvent justifier qu'on se lance ou non dans un projet. Quand tu es salarié avec un enfant et un crédit, c'est un peu hardcore. En plus, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Personne n'a jamais poussé en ce sens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je regrette. Gaspard, lui, il avait créé sa boîte à 18 ans, donc lui, c'était assez Pourquoi tu regrettes ? Parce que ça t'aurait aidé à structurer, je sais pas, à donner plus de... Oui, c'est un regret, parce que j'aurais aimé qu'on puisse m'aider, qu'on puisse me pousser là-dedans, qu'on puisse me donner des conseils, qu'on puisse me rassurer. Et ça, je l'ai jamais eu. C'est-à-dire qu'au contraire, j'avais un peu l'impression d'être le vilain petit canard qui ne prenait pas le chemin classique des études, oui, même si j'étais un étudiant moyen. Mais derrière, quand t'as personne qui a les fibres entrepreneuriales et que toi, tu as envie de te lancer un petit peu, honnêtement, moi, ça m'a jamais rassuré. J'avais l'impression de ne pas être écouté, compris, aidé, et j'avais personne sur lequel m'appuyer. Enfin, je m'en suis bien remis et il n'y a pas de problème et je vais pas faire Cosette, mais je me suis toujours dit, mes enfants, j'aimerais pas faire pas cette erreur-là, mais en tout cas, j'aimerais vraiment les accompagner dans ce sens. Vraiment. Okay. Et moi, dans ma situation perso, j'avais le confort de mon précédent poste.
en régie pub. Et avec Gaspard, on réfléchissait régulièrement sur des business web qu'on pouvait lancer. Web, pourquoi? Parce que pour nous, c'est ce qui nous semblait le plus facile, puisque Gaspard savait coder. Donc ça nous permettait de assez rapidement mettre un pied dans le business sans, sans avoir à lever des fonds, sans trop réfléchir. Donc on pouvait faire un POC très rapidement en quelques semaines, développer. Et, voilà. Ouais, tu étais un Et en entrepreneur chanceux parce 2018, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas justement cette capacité technique. Donc là, vous étiez un bon binôme sur ce plan-là. exactement. Complètement, et sachant que on n'avait pas cette pression de devoir. On avait envie d'entreprendre, on savait qu'on s'entendait bien. Lui, il était entrepreneur depuis 18 ans. Moi, je savais que j'avais cette fibre-là aussi. En tout cas, j'étais inspiré par l'opportunité de créer quelque chose. J'en ai toujours eu envie. Maintenant, après, tu as des contraintes. Moi, j'avais des enfants, donc tu fais pas les mêmes choix. Et puis, il faut avoir l'idée. Donc après, l'idée, tu as plein de raisons pour laquelle cette idée peut venir, soit parce que c'est une opportunité de marché, soit parce que tu es convaincu, soit parce que bon, et nous ça s'est fait, je pourrais t'en parler, mais ça s'est fait un petit peu. Bah justement, on va en parler. Mais toi, Voilà. l'idée de Mime, qui au départ, je crois que c'est pas forcément l'intention n'était pas forcément de créer le réseau social qui est Mime aujourd'hui. Vous aviez quelle vision à la base? L'idée vient d'où? Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un truc à faire? Effectivement, avec Gaspard, on n'est pas du tout des experts des réseaux sociaux. Moi, je suis même pas sur Instagram, Snapchat. Enfin, personnellement, À ça l'époque, mais m'intéresse. rassure-moi, tu l'es aujourd'hui, là, non? De fait, je le suis un peu plus, je te confirme. Mais même moi-même sur Insta, je le suis pas. Enfin, j'ai Ok. un compte pour Vraiment un pour le parcours boulot, mais cycle. pas à titre perso, quoi. Non, exactement. Et c'était à l'époque, c'était vraiment fin 2018. C'était en échangeant avec une amie qui était influenceuse qu'on découvre que les revenus possibles sur les réseaux sont exclusivement liés au placement de produits. Ça, on le comprend assez vite, elle nous l'explique. Et dans son cas, en fait, son profil n'intéressait pas suffisamment les marques. Elle tirait rien de sa communauté. Elle avait 50 000 abonnés. Et pour autant, elle était modèle. Elle n'arrivait pas à attirer les marques avec cette communauté-là pour faire du placement produit et pour en vivre. En revanche, elle avait pas mal de followers et qui lui parlaient en privé. Donc, ça lui prenait du temps. Et tous ses followers voulaient interagir avec elle parce qu'elle les inspirait, parce qu'ils avaient envie d'échanger. Elle, leur répondre, elle voulait pas. Elle avait rien à gagner de le faire. Ça lui prenait du temps. Et on était sûr, en revanche, avec Gaspard, qu'il y avait un moyen de créer une plateforme comme un fan club privé où les fans pourraient échanger du contenu et discuter justement avec leurs influx préférés. Et donc, 3 mois de dev plus tard, on soumet l'URL du site à l'influenceuse. Donc, on a codé ça en 3 mois. Et on lui demande de se créer un compte Mime et de faire la promo de son profil Mime sur son Insta. Ça commence comme ça. Ok. Et la réponse, elle est imminente. Ça prend. Les abonnés suivent. La CB est utilisée. Donc, on se rend compte que Parce que dès en le départ, c'était un partageant, modèle payant. dès le départ, c'était payant. On a commencé à intégrer un PayPal ou un Stripe, je sais plus, qu'on a très vite enlevé. En fait, on est sur un modèle un peu assimilé à de la marketplace et sur lesquels Stripe et PayPal sont super exigeants. Donc par défaut, ils t'acceptent et puis finalement ensuite parfois ils peuvent te retirer parce qu'ils vont estimer que tu vends du service virtuel et donc c'est pas, enfin très vite si tu veux, on a été obligé de réfléchir sur des solutions de paiement qui étaient complètement différentes et qui étaient plus sécures pour nous. Ok. Mais Ok. effectivement, ça prend vite. Cette personne, elle est refaite, elle comprend pas ce qui se passe, elle se dit putain c'est dingue. J'ai des gens qui mettent une carte, qui payent 12 euros TTC par mois, qui s'abonnent et qui en plus me demandent une vidéo personnalisée, qui me demandent du contenu. Donc elle Ok. commence à générer plusieurs centaines d'euros par mois, plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà. Ok. Et donc là, potentiellement, le business model est en train de changer. Avant, elle était rémunérée par un produit, et là, elle se rend compte que c'est elle et finalement ce qu'elle peut créer par elle-même qui peut potentiellement générer du revenu. Enfin, en tout cas, tu valorises sa communauté. Oui, et ça, elle n'y avait même pas pensé, elle pouvait même pas imaginer que c'était concevable. Donc Et toi, tu l'avais pensé parce que c'est quand même pas anodin de se dire que ces followers-là, qui pourraient être passer pour des followers passifs. En fait, non, il y a un certain nombre de gens qui sont peut-être la majorité, j'en sais rien, mais qui sont actifs et qui ont envie d'être là, envie de suivre cette personne, envie de se rapprocher d'elle et qui sont prêts à payer pour ça. Et ça, tu avais décelé dès le départ l'opportunité de marché. bon, on voyait l'énergie que certains fans étaient prêts à mettre pour interagir et, euh, et en vain avec un influ ou une influenceuse. Donc on s'est dit que là, si elle le referait pour une somme qui est quand même pas énorme, au pire, s'il est déçu, il s'abonne une fois
et puis il stoppe le renouvellement de son abonnement pour le mois d'après. Mais finalement, on s'est rendu compte que typiquement, le churn qu'il y a, il répond aux règles du web marketing. C'est-à-dire on a des gens qui s'abonnent non pas un mois, mais qui s'abonnent 3, 4, 5 mois. Donc Ok. finalement, ils étaient assez satisfaits du service. Et ça, on l'a vu assez vite. Ok, canon. Et alors, raconte un peu ça, c'était en 2018, cette première influx qui s'inscrit. Oui. Et Ouais. 3 ans après, où est-ce que vous en êtes dans l'aventure, là, et en termes d'usage, en termes de trafic? Je sais pas si tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu de la Ouais. dimension. On a fait un gros boulot en fait depuis un an pour démocratiser Mime auprès des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc d'ailleurs, le terme de créateur de contenu, tu l'entendras parce que ça va au-delà des influenceurs. Les influenceurs, on les connaît, ils sont influenceurs, donc ils ont de l'influence, donc ils font du placement produit. Mais de manière globale, les créateurs de contenu, bah, ce sont tous ceux qui créent du contenu, donc il y a les influx, mais ça peut être aussi des artistes qui vont créer du contenu, enfin ça peut être des sportifs, ça peut être des youtubeurs, des gamers. Et donc depuis un an, on essaie vraiment de démocratiser la boîte auprès des influx, des créateurs de manière générale. Et l'idée, ça a été aussi de penser aux agents d'artistes, de sportifs, pour qu'ils aient un intérêt à inscrire leurs clients. Ça, c'est clé. Tu vois, quand tu parles de positionnement, c'est que très vite, on s'est dit, il faut inclure ces gens dans le business model, parce que les prescripteurs, ce sont ces gens, et c'était un peu les oubliés du confinement. Quand tous leurs artistes ou leurs sportifs, enfin, surtout leurs artistes, n'ont pas pu vivre vraiment de leur métier depuis 2 ans, les agents, eux aussi, ils en ont pris un coup. Et donc, Oui, on s'est j'imagine. dit, nous, on se concentre sur le produit, et on va essayer d'inclure ces métiers-là dans notre business model pour qu'ils aient un intérêt à dire à leurs clients, à leurs artistes, tiens, rapproche-toi de ta communauté, à défaut de remplir une salle ou à défaut de pouvoir faire une scène, tu vas peut-être pouvoir profiter de ces moments pour créer des moments plus intimistes, échanger du contenu personnalisé, dédicacé, chatter avec ceux qui te suivent. Et donc, on a développé une plateforme qui était dédiée aux ambassadeurs et qui leur permet d'affilier justement sans limite n'importe quel créateur, personnalité. L'enjeu, il est d'ailleurs colossal car Mime reverse en moyenne, enfin, reverse 10% des revenus du créateur au parrain, donc à l'ambassadeur, et sans impacter ses revenus. Donc tu fais le calcul, hein, quand tu as un créateur qui peut générer 10 000 euros par mois, bah, pour l'agent, pour le parrain, c'est 1 000 euros par mois qui est garanti. C'est comme ça on s'est développé rapidement. Ok, et le parrainage, ça peut être moi, par exemple, qui recommande un de mes contacts, ou il faut que je sois agent professionnel pour ça? Non, ça peut être n'importe qui, effectivement, ça peut être Ok. toi. Donc tu as deux modèles basés sur l'affiliation, c'est ce qu'on a développé. Donc toi, tu peux envoyer un lien de parrainage à n'importe qui a un intérêt à convertir sa communauté justement gratuite en payante. Donc tu envoies un lien de parrainage, le créateur s'inscrit, il clique sur ton lien, automatiquement il est rattaché à toi, ton compte Geoffrey ou à Innovation Leaders par exemple, si c'est Innovation Leaders qui a envie de parrainer des De se mettre podcasters. dans ce business, ouais. Ouais. Et donc là, tu es rattaché, donc c'est vraiment c'est du cookie tracking. Après, demain, étant en échange avec des agents, ça peut être des producteurs, des tourneurs, des agents d'artistes. Là, on n'est pas obligé de passer par un lien, c'est-à-dire que l'agent va nous dire, je vais inscrire ces talents et nous, on va le rattacher en back-office. Voilà. Ça, c'est juste pour la petite anecdote d'un point de vue pratique, comment ça se passe, mais on va pas exiger à un agent qu'il inscrive son artiste ou son client forcément par un lien d'affiliation. Donc voilà comment ça marche. Ok, et ce que tu disais, c'est que c'est ça qui t'a permis de booster l'acquisition, parce que finalement, tu as un modèle qui est hyper rémunérateur et qui encourage beaucoup de monde à utiliser tes services et qui font des recos de ta plateforme, quoi. C'est exactement comme ça qu'on a lancé. Nous, on s'est dit qu'on n'avait pas la capacité tout de suite d'avoir une strate de bizdev ultra proactive parce on avait des jobs à côté et puis qu'on voulait éprouver le modèle. En revanche, on s'est dit, si on est très honnête dans la répartition de la valeur avec des gens qui, eux, peuvent être des prescripteurs ou qui peuvent être des bons commerciaux de terrain et qui peuvent avoir une meilleure légitimité que tout, hein. Des fans qui vont contacter leurs influx préférés, leurs créateurs en disant, inscris-toi sur Mime, c'est bien. Bah, les personnalités vont se dire, mais c'est dingue, il y a plein de fans qui me demandent de m'inscrire. C'est peut-être qu'il y a un intérêt. C'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, les personnalités s'inscrivent. Le fan ou l'agent qui arrive à créer le lien d'affiliation avec la personne, bon, bah, il a tout gagné. Parce qu'au final, il sait qu'il va gagner beaucoup d'argent derrière. Et c'est ce qui se passe. On a des ambassadeurs qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois parce qu'ils ont pu onboarder des talents qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas. Mais du simple fait qu'ils aient cliqué sur le lien, bah, ça a fonctionné. Et le démarrage, c'est vraiment fait comme Ok, et ça. ça, jusqu'ici, c'est à vie, quoi. Ou en tout cas, pendant la durée du rôle du créateur. Exactement. Et en fait, Bon. ce parrainage,
on a communiqué là-dessus auprès des créateurs pour que les créateurs puissent se parrainer entre eux. Et c'est comme ça que ça a aussi marché. C'est qu'un créateur qui se dit, tiens, c'est bien, je gagne 1 000 € par mois. Attends, j'ai d'autres copains qui sont youtubeurs, qui sont créateurs, qui sont instagrammeurs. Putain, je vais les mettre sur Mime. S'ils gagnent comme moi, bah, moi, si je touche 10%, c'est pas négligeable. C'est Donc, le clair. démarrage est né comme ça. Ok, et toi, tu connaissais jusqu'ici ces mécaniques d'influenceurs et de créateurs de contenu, ou tu les as découverts au moment du lancement de Mime? Non, c'est une économie qui est quand même née vachement. On a beaucoup parlé des créateurs de contenu, si tu veux, pendant le confinement, parce qu'il y a eu une émergence de cette industrie-là, justement pendant le confinement, parce que les créateurs, justement, avaient beaucoup plus de temps pour travailler leur contenu, se rapprocher de leur communauté. Ça, tout le monde l'a vu. Et puis, justement, ils avaient besoin aussi de diversifier leurs revenus pendant ces périodes de confinement. Parce que pour certains, il y avait moins de placements produits, il y avait moins d'opportunités d'aller faire de l'argent avec les marques. Donc, il a fallu trouver l'argent autrement. Et moi, très honnêtement, non. J'étais pas du tout dans ce secteur-là. Donc, ça a plutôt été un business d'opportunité. C'est pas qu'on a senti la chose, mais on l'a lancé avant le confinement. Donc, si tu veux, on n'a rien senti. C'est juste qu'on a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, les confinements ont conforté cette idée. Ok, parce que cette mécanique-là, c'est clair que on se rend pas forcément compte moi, je le vois un peu comme une industrie fake. C'est sûrement un biais, tu vois, mais pour moi, un influenceur, c'était quelqu'un qui nous racontait une belle histoire sur un produit parce qu'il était payé pour. Là, dans ton cas, la plupart de ces influenceurs qui deviennent des créateurs de contenu, on se rend compte que voilà, ils arrivent à monnayer leur présence et leur relation avec leurs fans, et ça, pas forcément justement sponsorisé par les marques. Donc le business model est en train de changer. J'avais une question sur les utilisateurs. Alors, les clients qui payent, c'est un peu particulier. C'est difficile de répondre à cette question et volontairement, je pourrais pas t'y répondre parce que il n'y a pas de profil type. On pourra l'étendre, cette réponse, peut-être dans quelques semestres. Ça va vraiment dépendre des créateurs qui sont chez nous. Euh, Par exemple, on a eu très vite beaucoup de créateurs qui étaient issus du monde de la télé-réalité. Ça, on en a eu beaucoup. Ça a été parmi les premiers aussi à s'inscrire sur Mime et à être actifs sur Mime. Donc forcément, l'audience qu'on allait avoir côté fan, bah, c'est l'audience qui les suit sur les différents réseaux sociaux traditionnels ou qui regarde leurs émissions de télé sur W9 Énergie 12. Donc, et puis, de plus en plus, on a eu des créateurs d'un univers complètement différent. Il y a, par exemple, l'ancien footballeur Djibril Cissé qui a rejoint la plateforme il y a quelques mois. Donc là, on est sur une typologie de fans complètement différente. Il y a Jean-Claude Van Damme, le célèbre Jean-Claude, Récemment. qui a rejoint récemment Mime aussi. Là, tu vas toucher une autre catégorie de fans, plus âgés, de différents pays. Tu vois, on était français, puis là, avec Jean-Claude Van Damme, on a une communauté qui vient des US, qui vient aussi de Belgique, qui vient d'un peu de toute l'Europe. Donc là, ça va rehausser l'âge, la moyenne des âges, tu vois, des utilisateurs, des clients. Ouais, donc c'est finalement assez large. Et si on regarde, je sais pas, des cas d'usage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas en termes de clients, quelles sont les expériences qui marchent bien et des illustrations que tu peux nous donner sur ce que c'est que pour un de ces clients payants, quel type d'expérience il peut en tirer avec des illustrations concrètes? Bah, tu vois, je te prends le cas de Jean-Claude Van Damme parce que c'est vraiment d'actu, c'est vraiment une grosse star qui a rejoint la plateforme récemment. Et l'idée, ça a été, d'ailleurs, on réfléchit aussi avec Van Damme sur quelle est la meilleure expérience possible pour sa communauté, pour ses fans. Et l'idée même, c'est de réfléchir avec lui sur qu'est-ce que lui aussi peut offrir. Parce que parfois, on réfléchit avec les créateurs pour les aider à créer une histoire et à créer du contenu qui réponde aux attentes des fans. Donc là, Van Damme, il a réfléchi, il a du contenu off qu'il a jamais encore publié sur des films qu'il a tournés, qu'il a jamais diffusés, par exemple, qui ont jamais été achetés par Amazon ou par Canal ou autre. Donc par exemple, sur la diffusion de manière un peu parsée de ces films. Ça, c'était une piste de réflexion. Ensuite, lui, il va commencer à diffuser des morning routines. Il va raconter sur son mime des anecdotes qu'il a jamais racontées sur des tournages de pubs, des tournages de films. Là, ce qu'il va mettre en place, c'est assez rigolo parce qu'on est en plein dedans, c'est qu'il va proposer un café virtuel avec un fan. Donc, il va tirer au sort parmi ses abonnés mimes 1, 2 ou 3 fans qui vont pouvoir partager un moment d'1 heure unique en exclusivité avec lui en vidéoconf. Et ça, c'est payant ou non? Ça fait partie de l'abonnement et t'es tiré au sort? Ça fait partie de l'abonnement, exactement. C'est-à-dire que Ok. ensuite, il y a un système, il va tirer au sort parmi ses abonnés, et puis l'abonné aura ce plaisir-là.
Il y avait une suggestion qui était rigolote, on a réfléchi, c'est de dire, bah, tire au sort parmi tes abonnés, un ou deux abonnés qui pourra figurer peut-être dans ton prochain film. Voilà, nous c'est une piste de réflexion qui peut être intéressante en tant que figurant. Les brainstorming doivent être complètement déments parce que ça doit être assez fun ça se fait avec lui directement ou avec ses agents? Ce genre Avec de lui, réflexion. ouais, ouais, Avec lui, ouais. ouais, directement. Ouais. En l'occurrence, c'est avec lui. Ouais, Ouais, et c'est assez ça rigolo. doit être assez marrant comme taf, ouais, sur cette partie-là. Ouais, je Ok. confirme. Et au niveau des chiffres, alors du coup, tu me disais que moi, je t'ai brièvement, je crois que je t'ai coupé tout à l'heure, tu me parlais au niveau du nombre d'utilisateurs. Je sais pas si on peut parler de panier moyen ou à quoi ressemble le prix d'un abonnement, qu'on imagine un peu ton business model. Le prix des abonnements est fixé par le créateur lui-même, qui au moment Ok. de son inscription peut set up le prix de son abonnement. Il peut le faire évoluer, hein, évidemment, au fil des mois. Donc tu as le choix entre 12 euros TTC, 24 euros, 50 euros ou 100 euros par mois. Donc, généralement, l'abonnement qui est sélectionné par les créateurs, il est de 10 euros hors taxe, enfin 12 euros par mois. C'est ce Ok. qu'on voit le plus souvent. Les personnes qui ont un peu plus de popularité, généralement, se mettent à 20 euros par mois, 24 euros TTC. On a un panier moyen qui est autour de 35 euros. Et en quelques chiffres, Mime, là, à date, c'est 8 millions d'utilisateurs. Il y a plus de 20 000 nouveaux inscrits par jour sur la plateforme. T'as 20 000 inscrits par jour, 8 millions d'utilisateurs en 3 ans. Ok. Ouais, exactement. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vraiment communiqué. Ça fait que depuis un mois qu'on commence à doucement à employer des techniques d'acquisition ou de retargeting. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on est en train de mettre en place, mais on l'a jamais Mhm. fait. On n'avait jamais dépensé, si tu veux, d'argent en market. Mais voilà, en quelques chiffres, 200 000 créateurs, ça aussi, Ok. que tu saches. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme chiffre? Bah, la première année, donc 2019, on a collecté près de 3 millions d'euros de chiffres. On a multiplié par 10 en 2020, un peu moins de 30 millions. Et cette année, enfin l'année dernière, en 2021, on a atteint 53 millions d'euros de volume d'affaires, à deux. Parce que à date, on était que deux, Gaspard et moi. Alors, quand je dis deux, je préfère être aussi, il faut que je sois un peu honnête. On avait 5 externes, 5 agents qui nous accompagnaient à plein temps. C'était des prestats sur toute la partie SAV. Donc Ok, le donc SAV, c'était SAV, c'est une fois que enfin, ouais, gestion des utilisateurs de la plateforme et enfin, non, je te laisse parler plutôt. C'est quoi les SAV? non, c'est ça, effectivement, c'est être capable de répondre en quasi temps réel à toutes les questions qu'on va nous poser, que la question émane d'un fan, d'un créateur ou d'un ambassadeur. C'est d'assurer un service irréprochable et que tu aies une expérience sur un réseau social que tu n'as jamais eu auparavant, plutôt que d'être sur une FAQ qui va te perdre. Si tu es un fan et que tu n'es pas content de la prestation que tu as eue avec tel créateur, bah, tu as quelqu'un chez Mime qui va te répondre et qui peut-être va te rembourser, qui peut-être va relancer le créateur pour lui demander d'honorer différemment le contenu. Si tu as un problème sur la connexion à ton compte, il y a quelqu'un qui va t'aider. Et ça, c'était clé chez nous. On avait vraiment envie de créer un réseau qui soit à la hauteur de nous, ce qu'on aimerait avoir comme expérience et qu'on retrouve pas sur les réseaux traditionnels. Ok, surtout que toi, Donc, t'as une notion de paye qui est quand même assez significative. Donc, c'est peut-être pas premium, mais en tout cas, il y a une attente peut-être un peu plus grande qu'ailleurs parce que justement, on a payé pour être là et du coup, le niveau d'exigence est peut-être différent, quoi. ouais, exactement. Et ça nous est parfois arrivé, ça peut nous arriver parfois de rembourser un fan qui peut être peut-être pas forcément satisfait de la prestation du créateur ou sur une dédicace. C'est déjà arrivé. Pour autant, on laisse le créateur payer et nous, on rembourse le fan et on prend sur nous. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Tout ça pour te dire qu'on a vraiment envie que l'expérience pour le fan soit top. Pour le créateur Ok. aussi, évidemment. C'est-à-dire que le créateur, il faut qu'il ait toujours une réponse à ses questions, qu'il se sente accompagné, qu'il se sente en confiance et qu'il se sente en sécurité. Ça, c'est vraiment toutes les questions qu'on se pose pour les créateurs, c'est clé chez nous. Parce que ce sont les créateurs qui vont driver le trafic de leur communauté. Donc, ça reste quand même nos premiers clients. Ouais. Tu parlais tout à l'heure justement de l'acquisition des créateurs. Donc, accélération au départ par un système de parrainage qui est toujours en place, qui est hyper intéressant. Tu parlais des mécaniques marketing pour faire de l'acquisition, là, plus des utilisateurs ou des clients. Tu peux nous donner un peu la manière dont tu t'y prends pour cette approche marketing, le type d'outils, le type d'approche que tu as, même si c'est assez frais pour toi et pour Mime, mais comment tu t'y es pris pour aborder cette problématique d'aide De digitale recrutement de pour créateurs, faire de l'acquisition? Ouais. De créateurs et d'utilisateurs.
Eh bien, depuis peu, le recrutement d'un super CMO. Ok, qui est? Et ça, non, franchement, donc Gauthier qui nous a rejoint il y a un mois et demi. Gauthier qui vient de Canal et d'Express et qui justement s'occupait de toute cette partie engagement, fidélisation des utilisateurs chez Canal. Et en fait, toute cette expertise aujourd'hui, il faut c'est ce qu'il fait, hein, il la met à profit de Mime. Et c'est nouveau pour nous, donc on s'enrichit aussi vachement de cette expertise-là. Donc lui met en place des process. Tu vois, typiquement, on est en train d'intégrer un CRM. C'est une première pour nous. Donc, d'être en mesure de mieux connaître nos créateurs, mieux connaître nos fans, d'être capable de mettre en place plein de journées pour réengager ses créateurs, réengager ses fans, fidéliser les fans, être amené à leur générer des codes promo de manière automatisée si, si c'est nécessaire. T'es sur quoi comme plateforme en CRM? Alors, je peux pas Si officiellement tu te le sais. répondre puisque Non. nous finissons l'appel d'offres Ah, ok. et que notre choix est quasiment fait, mais que ça va se jouer dans les 3 prochains jours. Ok. Voilà. Et tu parles de code promo, c'est-à-dire que tu te rapproches des mécaniques e-commerce où il y a vraiment des CRM dédiés à la gestion d'un réseau social et la stimulation de l'engagement des membres de ton réseau? Ah non, là franchement, c'est généralement tu pars from scratch d'une solution qui peuvent être utilisées pour les e-commerçants, sauf qu'on a des problématiques qui sont au final assez similaires, à mon sens. Après, on a plein de parcours à penser qui nous seront propres, mais on peut vraiment s'inspirer de ce qui se passe sur un site e-commerce. Ça passe de l'onboarding à la fidélisation, toutes les mécaniques de churn qu'il faut anticiper. Tu vois, typiquement, on avait un taux de churn qui était pas forcément, qui était pas mauvais, mais qui était pas non plus excellent. Et là, c'est un enjeu, Gauthier le sait, et c'est lui qui nous a rassuré sur ce point, c'est de dire, attendez, on va aller chercher des taux de churn classiques sur des services justement d'abonnement, et là, on peut faire beaucoup mieux. Et faire beaucoup mieux, c'est aller chercher, par exemple, 30 points d'amélioration. T'imagines comme c'est énorme? Ouais. Moi, demain, tu me dis, tu es capable d'aller chercher 30 points. Si ça impacte mon chiffre sur la partie abonnement de 30 points, je, Et ça, c'est quoi? C'est la je- plateforme ou c'est toutes les mécaniques marketing que tu peux mettre en place qui peuvent t'aider à dynamiser ça? oui, exactement. C'est bah, Enfin, c'est les deux en fait. tout le Ouais. il y a la plateforme, mais enfin tout l'automation, toute la partie CRM qu'on va devoir mettre en place, qu'on va mettre en place, c'est censé justement améliorer les résultats, ouais, clairement. On avait, franchement, à date, nous ce qu'on avait, c'est juste un produit qui tourne bien, un SAV quali, des fonctionnalités qui répondent aux besoins des créateurs, mais on était nul en termes de fidélisation, ouais, d'automation pour les créateurs, pour les fans. Je sais pas, moi, t'as un fan qui va longtemps consulter un profil, qui va le mettre dans son panier, qui finalement va pas, tu vois, une personnalité qu'il a envie de suivre, puis finalement va quitter la page pour une raison qu'on connaît pas. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher, tu vois, classique. T'es tellement habitué à voir ce genre de d'être retargeté quand tu vas sur Darty ou sur Zalendo. Bah, en fait, chez Mime, c'est Ouais, pareil. ces C'est mécaniques, des elles choses. existent. Et jusqu'ici, tu n'avais pas besoin parce que toi, tu étais en train de, enfin, tu subissais un peu ton succès, tu subissais un peu ton usage. Maintenant, tu as besoin de driver un peu plus les choses et du coup, c'est des mécaniques que tu dois t'approprier, mais tu n'avais pas eu besoin jusqu'ici, quoi. Oui, c'est exactement ça. T'as raison, on devait s'approprier ces nouvelles mécaniques, les appliquer à cette creative economy. Après, je sais pas comment dire. D'un autre côté, c'est une approche qui reste quand même un peu différente et qu'il va falloir bien comprendre. Quand tu veux t'acheter une paire de pompes, bon bah, t'es dans une logique où tu veux t'acheter une paire de pompes, tu peux hésiter entre plusieurs marques. Quand tu veux t'abonner à Vandame, tu vas pas hésiter entre, je sais pas si je m'abonne à Vandame ou si je m'abonne à 6C. Non. Vandame, Ouais. il t'a convaincu sur ses réseaux traditionnels d'aller le suivre sur Mime si tu as envie d'être figurant sur son prochain film ou si tu as envie d'une dédicace. Tu vois, c'est une approche qui reste quand même un petit peu différente aussi. Ouais. Ouais, carrément. Et justement, là, le lien que tu fais avec d'autres réseaux, est-ce que Mime est vu comme un concurrent? Évidemment. Est-ce que Mime est vu comme un risque pour certaines plateformes qui génèrent du trafic sans le valoriser? Et donc, du coup, finalement, enfin, je me mets à la place d'un Vandame ou d'un Cissé. Derrière, c'est quand même une stratégie de business, surtout pour ces acteurs-là qui sont un peu sur le retour. Enfin, ils ont le gros de leur carrière est devant et derrière eux. Et finalement, il peut y avoir une stratégie d'acquisition sur les réseaux classiques, allez, Insta, et derrière, je transforme mes followers Insta en followers Mime qui me rapportent. Et donc, est-ce que tu as des relations avec ces plateformes autres qui te voient arriver d'un mauvais œil? Non, on n'a pas de relation.
Alors après, effectivement, ce qu'on observe, c'est que tous les réseaux sociaux traditionnels qu'on connaît tous, sans les citer, tous réfléchissent et investissent beaucoup sur ce qu'on appelle cette créative ou cette passion économie. Comment on fait pour permettre à tous nos inscrits de monétiser leur contenu? Parce qu'aujourd'hui, on leur a pris tous beaucoup de sous grâce à la publicité. On n'a pas été forcément très généreux sur la répartition, pas très transparent. On a publié leur profil, on a vendu de l'espace pub. Maintenant, on perçoit qu'ils ont envie de reprendre le contrôle et de monétiser eux-mêmes leur contenu. Et ça, les réseaux sociaux traditionnels permettaient pas de le faire. Et on s'est rendu compte, bon, tu vois, Twitter a lancé une solution qui permet de créer des rooms payantes. Instagram a lancé une fonctionnalité qui permet de faire des stories que tu vas loquer et le fan doit payer pour déloquer la story. Donc chacun y va à sa manière. Donc Et qu'est-ce qui fait que tu vois, Mime s'en sort par rapport à un mastodonte comme Meta ou comme Twitter? alors en fait, il y a deux choses, c'est que les fonctionnalités que ces boîtes, que ces réseaux traditionnels essayent de mettre à dispo, ça reste très léger. Ok. C'est-à-dire que c'est juste c'est une fonctionnalité. Il faut pas qu'ils quittent leur business principal, qui est, Classique, oui. eux, il leur faut du volume, parce que eux, leur modèle, c'est d'aller chercher de l'annonceur. Donc plus ils génèrent de trafic, plus ils ont d'audience, plus ils arrivent à monétiser. Ouais, il y a une notion un peu de mass market versus un peu Ouais, moins, mais high value, quoi. Ouais. exactement. Ils jouent un peu là-dessus. Ok. Et puis il y a une autre notion, c'est que nous, on a vocation, et ça, c'est une réflexion qu'on a en interne, de se dire, il faut aussi que demain, un créateur utilise Mime comme un outil CRM. C'est-à-dire que nous, étant donné qu'on a un modèle économique qui est très transparent, ils savent chez nous comment ils gagnent de l'argent. Nous, on n'a pas parlé du modèle économique, mais en gros, on prend 25% sur les abos et on prend 20% de mime, 20% de fees sur les médias privés qui sont vendus dans la messagerie en interne. Le modèle économique il est très transparent. Et comme je te disais, s'il y a un parrain, sur nos 20%, on reverse l'équivalent de la moitié de notre marge à Ouais. l'ambassadeur. Lui, il prend les 10% du chiffre et donc c'est la moitié de ta Voilà, marge. les 10%, ça Avec représente 50% de notre marge, globalement. Donc c'est Mhm. pour dire que faut comprendre que voilà, on se gaffe pas plus que ça, et derrière, on a des frais qui sont quand même assez monstrueux et les gens parfois le perçoivent pas. Ok. Euh, et quand je te parle de CRM, c'est dire on veut offrir aux créateurs tous les outils possibles pour monétiser leur audience, mais surtout pour communiquer avec leur audience. Un réseau social traditionnel, par exemple, jamais il te mettra à disposition la possibilité de router des mails à tous tes followers. Ils vont bien garder secret les mails, les numéros de portable. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est des stories en espérant que 8% de ta communauté voit tes stories ou 4%. Et nous, on a pris le problème à l'envers. C'est qu'on s'est dit, sur Mime, le créateur, il peut faire des mass push, c'est-à-dire qu'on va pas lui communiquer les mails, mais on va router pour lui euh, un message qui va partir par mail à tous ses abonnés ou à tous ses intéressés. Les intéressés, c'est l'équivalent des followers qui n'ont pas mis la carte bleue, mais qui sont intéressés par son profil. Ok. Donc nous, on peut avoir des gens qui ont 500 000 intéressés sur Mime, qui ont 4 000 abonnés payants. Et ben, Mime, la plateforme, leur permet à ces gens d'envoyer un message groupé, soit aux abonnés, soit aux intéressés. Ils peuvent même envoyer un média avec un prix, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer aux abonnés un message groupé, joint un média, un prix, si tu veux débloquer le contenu, la masterclass, la vidéo ou la photo, eh ben, tu payes les 20 euros. Voilà. Mais ça peut être aussi une communication gratuite, peu importe. Et nous, demain, typiquement, quand je te parle de CRM, c'est qu'on a envie d'intégrer aussi le SMS. Et ça, demain, imagine, tu as un artiste, il a envie de communiquer sur la sortie d'un opus, sur un concert, c'est le meilleur outil pour lui. Là, il est sûr de toucher tout le monde. Donc, il aura tout intérêt à dire, les gars, suivez-moi sur Mime. Soit vous vous abonnez ou pas, mais au moins, suivez-moi sur Mime. Ça me donnera la possibilité de vous envoyer des infos, des bons plans, des codes promo si vous voulez vous abonner au Mime derrière, ce genre de choses. Et tu proposes un chat en tant qu'utilisateur, enfin un équivalent de WhatsApp ou un chat avec l'artiste ou avec le créateur? Oui, alors par défaut, c'est un chat hybride qui permet aux fans de faire une demande de média privé, par exemple une demande de dédicace. Et tant que le créateur n'a pas répondu, le fan ne peut pas embrayer et spammer Ok. le créateur. En revanche, le but, c'était de donner. C'est un peu comme les sites de rencontres, tu vas donner tout le pouvoir aux femmes sur les sites de rencontres. Bah là, c'est un peu pareil, c'est qu'on a donné tout le pouvoir au créateur. C'est-à-dire, s'il a vraiment envie de laisser le fan chatter, il peut lui activer le chat. Voilà. Mais Ok. le but, c'est pas qu'il soit spammé. Donc, par défaut, c'est tu me fais une demande de média privé, je te réponds. Tant que je t'ai pas répondu, tu peux pas me spammer. Mais Ok.
Si tu es un vrai fan et que j'ai envie vraiment d'enrichir la relation entre toi et moi, je t'active le chat et on peut parler. C'est aussi une manière de fidéliser le fan. Et tu vas jusqu'à l'analyse un peu des, je sais pas, des personas ou un peu d'analytique sur la typologie des followers et des fans, ou pas jusque là quand même, comme source de data et d'informations pour le créateur. Alors, non, c'est-à-dire que aujourd'hui, un utilisateur chez nous, il s'inscrit, c'est vraiment déclaratif. Il y a une grosse nouveauté depuis le début janvier, c'est qu'on a mis en place une technologie de reconnaissance faciale pour garantir la majorité des utilisateurs qui souhaiteraient par exemple accéder à du contenu qui est réservé à un public majeur, euh, parce qu'on a tout type de contenu, tout type de créateur. Ça va nous permettre typiquement, c'est un outil qui va scanner ton visage et qui va savoir si tu es majeur ou pas. Donc c'est assez bluffant, ça va analyser tes rides, ta barbe, l'écartement des yeux, les ridules, enfin tout ça. Si tu es majeur, c'est bon, tu passes, tu fais ta vie. Après, il faut quand même mettre ta carte bleue, ce qui est quand même un autre pare-feu. Et si tu es mineur et que tu veux accéder à du contenu qu'on a estimé réservé à un majeur, tu peux plus continuer. En tout cas, tu peux pas aller sur ce profil-là. À date, Mime, Ok. quand on l'a lancé, pour des questions légales, on a dit il faut être majeur. Pour être créateur, il faut être majeur pour être mineur. Ça, c'était pour gagner du temps. Donc aujourd'hui, voilà. Maintenant, ça, c'est des choses qui vont certainement évoluer parce que tu vois, typiquement Van Damme, tu peux être fan de Van Damme à 14 ans. Donc c'est des choses qui vont évoluer dans les prochaines Pas semaines, simple. quoi. Et ça, tu vois, cette complexité, c'est un truc sur lequel j'ai envie de t'entendre. Parce que pour ceux qui nous écoutent, voilà, jusqu'ici, on est rentré dans un système de réseau social complètement innovant, avec de la manière dont tu le présentes, on a l'impression que c'est une facilité déconcertante. Tu as trouvé un nouvel usage du digital et c'est assez fascinant. Maintenant, si on met le doigt sur les sujets un peu complexes, et c'est là où je disais en intro qu'il y a quand même plusieurs facettes dans ce projet et que ton rôle est pas simple, parce que tu te retrouves à poser des questions et à trouver des réponses surtout à des questions qui sont un peu touchy. On parle de contenu de sujets un peu délicats, le contenu pour adultes, parce qu'effectivement, quand on est créateur, on peut être joueur de foot, musicien, acteur, et on peut être aussi acteur porno ou faire enfin monnayer ces éléments, ce contenu avec les usages, on va dire pour adultes qu'on trouve en ligne. Et là, vous vous êtes vu héberger un certain nombre de créateurs qui sont venus naturellement utiliser vos services et vendre les leurs en ligne. Comment vous avez réagi au départ avec Gaspard quand vous avez vu ces usages se développer? En fait, on savait exactement où on allait et on savait où nous n'irions pas, tu vois. Et on savait comment on voulait faire évoluer la plateforme. Donc, nous, très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas restreindre l'usage de la plateforme aux influenceurs. On savait que la plateforme, elle devait servir à tout le monde. Au départ, on a vu quelques influenceurs, c'était le but, c'est ceux qu'on avait ciblés, ou influenceurs et modèles. Puis après, on a vu effectivement émerger des profils plus adultes, mais au final, on s'est dit, arrêtons l'hypocrisie, ces profils-là, ce sont tous les profils qu'on a sur tous les autres réseaux sociaux traditionnels. Mais tous. En revanche, on s'est dit, et ça c'était dès le premier jour, ce qui est sûr, c'est que le concept d'anonymat sur les plateformes, on n'était pas fan avec Gaspard. Et surtout, on s'est dit, on perçoit qu'on a une responsabilité à avoir parce il y a ce contenu qui est quand même hébergé. Donc, on va certifier tous les créateurs. Ça va être une obligation. Certifier un créateur, ça veut dire, on veut savoir qui sont les créateurs chez nous, pas d'anonymat. Donc, on leur exige un passeport ou une pièce d'identité classique qui va être vérifié manuellement par un agent modérateur. On va leur demander un selfie, un numéro unique, on va vérifier leur numéro de mobile. On va leur demander un compte bancaire qui soit leur compte bancaire et pas le compte bancaire d'une autre personne. Donc, c'est nécessairement leur compte bancaire. Tout ça fait qu'on sait qui ils sont. Et on vérifie les premiers contenus qu'ils postent pour être sûr que le contenu qu'ils postent correspond bien à la personne qui a fait la certification. Donc ça, c'était le premier point. De la même manière, on a mis plein de petits outils pour se dire, quel que soit le contenu qui soit chez nous, il faut qu'il soit légal. S'il y a du contenu, si on voit passer du contenu réservé à un public majeur, moi en soi, j'ai rien contre ça. Il y en a plein sur Internet, c'est pas le sujet, mais tant qu'à faire, ça sera cadré. Et donc le contenu sera quand même modéré. Et donc très vite, on a pris un agent, 2, 3, 4, 5 agents, aujourd'hui il y en a une quinzaine, pour modérer le contenu, s'assurer que le contenu il est bien légal, et s'assurer que quoi qu'il se passe, il n'y ait pas de tentative de rencontre, d'échange de coordonnées. Ça, c'est clé. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème, c'est parce que tout le contenu est modéré, que tous les créateurs sont certifiés, donc on sait qui ils sont, et on n'a pas laissé la possibilité aux fans de commenter les contenus. Donc on n'a pas à modérer côté fan.
quand tu es fan, tu regardes, tu chattes en privé avec le créateur, mais en aucun cas, tu vas pouvoir interagir publiquement avec le créateur. Tu peux interagir dans la messagerie et personne ne le voit. Et puis surtout, comme tu dis, comment on a réagi, c'est qu'en fait, on a vu qu'on avait aussi beaucoup de télé-réalité qui venaient, très bien, mais nous, pendant que le produit tournait, nous, on travaillait sur comment on va adresser les agences d'influenceurs de manière générale, comment on va adresser le milieu artistique, comment on va adresser le milieu sportif, qu'il soit pro ou amateur. Voilà. Et ça, c'était ce qui nous a obsédés sur les 18 derniers mois. C'est-à-dire, comment Et tu vas adresser? C'est-à-dire, comment tu vas faire en comment sorte tu que vas ton produit leur séduire, corresponde? Ouais. ouais, comment ce nouveau marché, on va être en mesure de le séduire avec une plateforme qui réponde à leurs besoins, que l'image de la plateforme les rassure, qu'on mette en place des protocoles de sécurité qui soient précurseurs, qu'on ait des arguments par rapport à d'autres réseaux sociaux qui vont pas leur permettre de monétiser et de diversifier leurs revenus. Donc ça, c'était tout l'enjeu. Donc ça, on y allait Ok. par étapes, on a intégré plein de choses. On a automatisé les certifications des créateurs, on a mis en place cet outil pour vérifier l'âge des utilisateurs, c'est quand même un message fort qu'on a envoyé sur le marché. Ça, c'est clé chez nous. Et là, tu vois, on est en train d'intégrer une techno d'IA euh, qui permet justement d'analyser toutes les photos, toutes les vidéos et tous les lives de manière automatisée et de s'assurer qu'il n'y a pas de contenu illégal. Donc on a des agents qui le faisaient manuellement, sauf que vu Toi, la tu vas faire, croissance ouais. et vu les lives qui arrivent chez Mime dans un mois, les lives à modérer, si tu veux, les agents, ça va être un peu compliqué pour qu'ils regardent les lives. On va pas mettre un agent sur tous les lives, tu vois. Et donc c'est pour ça que cette techno, elle va nous être vachement utile. Ok, donc ça veut dire que tu vas aussi te permettre de blacklister potentiellement ou d'intervenir auprès des créateurs pour leur expliquer que c'est pas dans les règles dans les codes, dans le code éthique de la plateforme, quoi. En fait, les créateurs, si tu veux, alors faut savoir que le live, il ne sera adressable qu'aux abonnés payants. Mhm. Donc le but, c'est d'adresser le bon contenu aux bonnes personnes. Donc si on sait que cette personne elle est abonnée à ce créateur, c'est qu'elle a le droit de le faire. Parce qu'on a mis en amont euh, tout le parcours qui lui permet de s'abonner. S'il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas l'âge ou autre, il ne sera pas abonné à ce créateur. Maintenant, libre à chacun de faire le contenu qu'il veut sur la plateforme du moment qu'on est sur un contenu qui est légal et qui en plus chez nous fait l'objet d'une modération. Donc Ok. on garde, si tu veux, le contrôle des gens qui publient le contenu chez nous, on sait qui ils sont, et on sait en amont que le contenu fait l'objet d'une vérification. Ce qui est quand même assez unique. T'as pas un réseau social aujourd'hui où on sait qui publie, n'importe qui peut Ouais, déjà. publier, c'est complètement anonyme, mais ça, et les gens l'oublient, mais c'est quand même, à mon avis, le sujet de cette année 2022 pour les politiques, ça va être qu'est-ce qu'on fait sur ces réseaux sociaux? Il y a tellement de cyberharcèlement, il y a tellement de menaces, c'est dingue, tout le monde se cache derrière un avatar, enfin, moi, à titre perso, je trouve ça fou, et moi, je suis pour la désanonymisation totale sur les réseaux sociaux. Bon, sur Mime, Et c'est le cas. ce qu'on Et réalise pas, c'est que dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, Mime, pour exister, a besoin à la fois de maîtriser tous les codes, peut-être tech, mais aussi législatifs, et qu'en plus de ça, toi, tu t'es fait avec Gaspard on va dire tu t'es assez ambitieux sur le sujet parce que vous avez envie de devenir une référence, de faire avancer, on va dire le framework à la fois peut-être d'éthique, de gestion de données, avec toute la clique tech que ça implique. Tu te retrouves à intervenir, si je dis pas de bêtises, avec des politiques, sénateurs ou députés, pour justement voilà, discuter de ces éléments-là que tu maîtrises peut-être parfois un peu mieux qu'eux et sur lesquels tu as une expérience que peu d'acteurs tech ont. Toute cette thématique-là, comment tu l'abordes à titre perso? Parce que ton projet au départ, c'était un projet entrepreneurial. Tu avais pas forcément mis le doigt, enfin, tu n'avais pas l'intention de te prononcer sur des problématiques assez complexes comme ça. C'est quelque chose que tu fais avec plaisir ou qui peuvent te dépasser un peu? alors moi, non, je trouve que c'est vachement excitant. C'est parfois pas facile, mais c'est un exercice qui est chouette, même dans une vie, c'est quand même vachement intéressant. Tu vois, avant-hier, on était à l'Assemblée nationale, on était avec le député Christophe Negelen, qui est rapporteur justement sur une proposition de loi qui vise à cyberscorer les plateformes numériques, que ce soit les, les réseaux sociaux traditionnels, Ouais, elle va faire les un peu de plateformes bruit de messages. cette loi. Ouais. Ouais, donc là, elle fait la navette entre les deux chambres, tu vois, entre l'Assemblée et le Sénat. Le projet est chouette, c'est un peu comme le Nutri-Score. Là, l'idée du cyberscore, ça serait d'être capable de, quand tu vas sur un site, de dire est-ce que ce site protège mes données? Est-ce que ce site est fiable en termes de sécurité, ce genre de choses.
là, il y a pas mal d'allers-retours. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été à la rencontre de ce député, mais également aussi d'une sénatrice. En fait, quand tu commences à voir que le réseau compte, qu'on te sollicite parce que les politiques enfin, je veux dire, te contactent, ou parce que quand toi tu les contactes, les politiques te reçoivent, là tu dis, ah ouais, putain, mime, ça compte un peu dans le paysage numérique français. Et pour répondre à ta question, j'ai découvert 3 univers, tu vois, cette dernière année. La problématique de la cybersécu, tu vois, quand tu as une plateforme avec autant d'utilisateurs et autant de données, tu peux être la cible de personnes ultra malveillantes. Donc, tu es victime de tentatives de hacking régulièrement. Il faut être ultra vigilant. Il faut opérer des audits de sécurité, trouver toujours plus de parades, avoir un coup d'avance en permanence. Donc ça, c'est un vrai point, la cybersécu. Et c'est pas il y a 3 ans, quand on a lancé ça, début 2019, qu'on aurait pu se dire, tiens, la cybersécu, est-ce que c'est un sujet? Autre sujet auquel on doit faire face, c'est en fait notre responsabilité en tant que plateforme vis-à-vis de nos utilisateurs. C'est-à-dire prévoir les dérives, protéger les mineurs, comment empêcher les fameux 3P, tu sais, c'est les contenus pédopornographiques, le proxénétisme, le prosélytisme, qui sont d'ailleurs les enjeux les plus importants, à mon avis, des réseaux sociaux et des apps de messagerie en 2022. Donc, comment on endigue ce problème? Au départ, tu crées un réseau social. Bah, le but, tu fais la course aux utilisateurs. Ah, regarde, putain, on est 1000, on est 2000, on est 3000. Puis à la fin, tu te dis, OK, on est 8 millions, j'en ai 20 000 de plus par jour. J'ai une vraie responsabilité. Donc, faut vraiment que je mette en place des outils de modération, que je mette en place des équipes qui soient réactives, qu'on puisse signaler le contenu, qu'on puisse collaborer avec Pharos, qu'on puisse collaborer avec des associations pour accompagner d'éventuels créateurs de contenu. Enfin, tu vois, des choses auxquelles tu peux pas imaginer avoir à faire au début du projet, tu vois. Non, c'est Et clair. là, tu touches du doigt qu'on t'attend au tournant, que tu as des utilisateurs qui quotidiennement utilisent ta plateforme, y hébergent des données personnelles, tu dois assurer la continuité du service, tu dois assurer leur sécurité. Bon. Et puis le troisième chantier qu'on qu'on a un peu découvert avec Gaspard, ce qui est complètement nouveau pour moi, c'est les affaires publiques. Tu vois, tu m'en parlais, Geoffrey, juste avant. Tu me dis, tu es en échange avec, vous rencontrez par exemple des députés, bah ouais, comment apporter sa voix dans des débats politiques, tu vois, qui nous concernent? Comment MIME peut influer, dans le bon sens du terme, sur une législation nationale ou européenne, tu vois, comment MIME peut inspirer des standards en termes de bonnes pratiques. Quand je te dis qu'on était à l'Assemblée nationale, qui travaille sur cette proposition de loi, c'est fou de te dire qu'en fait, tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu seras à l'Assemblée et tu vas commencer à réfléchir avec des politiques sur comment construire une proposition de loi parce que tu vas être concerné, parce que tu as plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois, et que là, les politiques, que ce soit la France ou même l'Europe, est en train de réfléchir sur des lois qui vont être un peu coercitives et qui vont imposer aux plateformes d'afficher, par exemple, des scores de cybersécurité. Bon, bah, vaut mieux anticiper ces projets de loi, vaut mieux avoir de l'avance, parce qu'en fait, le jour où ça t'arrive et qu'on te dit t'es pas dans les clous, c'est comme la RGPD, tu vois, ça a été un gros sujet pour toutes les boîtes. Ça peut coûter cher si t'es pas prêt ou si tu fais mal ton travail. Clairement. Euh, Et il y a un élément qui qui m'avait fait marrer, c'est que quand tu t'étais lancé avec Gaspard et sur Mime, j'adore moi toutes ces idées parfois un peu comment dire naïves peut-être au départ, mais dans le bon sens du terme. Mais vous vouliez pas d'employés. Vous vouliez être une boîte de deux. La première, elle est peut-être pas licorne, mais en tout cas la première grosse boîte tech drivée par deux personnes. Quand tu me parles de tous ces éléments-là, ça demande énormément de compétences, énormément de monde. Comment vous gérez vos équipes par rapport à cette dimension tech et cette dimension gestion du risque en fait? alors, oui, alors déjà, faut un tueur de CTO. Ça, c'est une petite dédicace à Quentin qui nous a rejoint, qui avait une expertise en cybersécu, d'ailleurs. Si tu veux, on a eu une super mauvaise expérience avec Gaspard. Comme tu disais, on était deux. On a eu notre maîtrise technique pendant 2 ans. Et puis, on était bien. Gaspard, il avait une agence, donc il a géré une dizaine de personnes. Ça demande une responsabilité parce que quand tu emploies des gens, tu bosses plus pour toi, mais tu bosses vraiment pour les gens que tu emploies. Donc, c'est aussi chouette, mais c'est pas la même manière de travailler. Et moi, j'étais salarié avec une petite équipe dans la pub. Et c'est vrai que là, on crée un projet qui marche bien et on se dit, putain, mais quel kiff. On est deux, on a de compte à rendre à personne. Sauf que là, tu te rends compte que plus tu te développes, tu vois, juste au-dessus, je te dis, t'as de plus en plus de responsabilités parce que tu as des millions de personnes et en fait, à deux, tu peux pas avoir toute cette pression sur les épaules. Ou alors, faut être
faut être suicidaire, tu vois, ou faut être irresponsable. Ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous font confiance et, et qui utilisent nos services, tu vois. Donc on a voulu créer une structure tech beaucoup plus solide. Et donc on a fait appel à un prestat, à une SS2I. Et ça a été notre première grosse erreur, parce que c'est un échec, clairement, parce qu'on a eu du retard sur le produit et que le produit qui est sorti en juillet 2021, bah, il n'était pas à la hauteur de nos attentes. Donc ça nous a mis un petit coup d'arrêt. Et grosse décision, c'est il faut réinternaliser toute la tech. Chose que peut-être n'importe qui, un peu sensé avec une expérience dans la tech, nous aurait dit dès le départ en disant franchement les gars, vous êtes des crétins, Ça fait partie de recrutez votre core business. exactement. Ton core business c'est de la tech, t'internalises et tu fais pas cette connerie. Et tu maîtrises. Sauf que ouais, et tu maîtrises mais ça faisait partie de notre réflexion de dire ouais mais si t'internalises, putain, faut recruter, donc faut faire du social. Sur le moment, on n'en avait pas envie. Voilà. La réponse, franchement, on voulait se concentrer sur autre chose, mais pas sur gérer de l'humain. Et puis finalement, vu qu'on a maintenu de la croissance, ça nous a rassurés. Et on s'est dit, allez, on va donner une autre dimension au projet. Et là, on va recruter et on va vraiment faire quelque chose de chouette. Et donc, la priorité, c'était de recruter une équipe technique. Et donc, Quentin, qui nous a rejoint, on lui a donné toutes les cartes en main. On lui a dit, tu crées ton équipe. T'as pas vraiment de limite. Trouve des bons. Et là, aujourd'hui, bah, tu vois, on a une équipe, on est plus de 7 devs. Donc, en l'espace de 3 mois, on a recruté 7 devs notamment, tu vois. Donc, Ah oui. et je te dis 3 mois, c'est même pas en 3 mois, c'est en moins, tu vois. Donc, ça s'est staffé Et assez vite. bon, et dans cette période hyper où la levée de fonds est hyper trendy, on en parlait il y a pas longtemps avec Conto et Payfit, mais voilà, comment ça se gère en termes d'investissement, Mime? Aujourd'hui, je crois pas que vous ayez fait de levée, vous. Non, on est en fonds propres et on est en train de travailler sur une levée, Ok. justement, dans les prochains mois. Ça fait partie de l'objectif. Je te le confirme. Donc, Et là, l'ambition que tu affiches par rapport à cette levée, ça serait laquelle? Enfin, ça vous servira à quoi quand on voit la croissance que tu arrives à générer seul? clairement, en fait, la levée, c'est pour aller plus vite, d'avoir un produit qui soit beaucoup plus abouti. Donc, on veut recruter encore plus de tech, clairement, notamment sur un projet d'app mobile. Et c'est internationaliser le produit. Aujourd'hui, on est bien, on est en France, c'est très bien, on peut devenir un bon acteur en Europe, mais là, on est majoritairement en France. Et pour aller notamment aux États-Unis, il faut être capable d'approcher de grosses personnalités, tu vois, par exemple, que ce soit sportive ou artistique dans le milieu de la musique. Et donc aussi, le but de la levée de fonds, c'est d'accélérer le business pour aller séduire plus de personnalités, euh, convaincre ces gens que Mime sera demain aussi une alternative évidente pour eux, pour créer plus de proximité avec leurs base fans, tu vois, pour diversifier leurs revenus, pour avoir un véritable outil CRM. Donc voilà, la levée de fonds, c'est renforcer les équipes, clairement, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreux, tu vois, on est une quinzaine de salariés, on a une trentaine au total avec les agents qui assurent modération SAV. Donc, minimum 30 personnes, il faut qu'on structure davantage la boîte et c'est pour ça qu'on a envie de lever. Ok. Et quand on regarde la partie tech, tu peux nous dire un mot sur l'écosystème tech sur lequel vous êtes, même si c'est pas ta partie, je sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus. En fait, oui, on est sur des technos classiques, tu vois, une application web qui est basée sur Symfony, PostgreSQL. Ok. Pour le système de cache, c'est Redis. On est hébergé sur AWS avec un front-end en Twig pour l'affichage et server-side rendering. Donc c'est classique. Point super important, mais on a envie d'aller plus loin, d'utiliser des nouvelles technos, toujours les nouvelles technos, ça c'est clé chez nous. Et puis on veut aller vers une archi hexagonale, tu sais, pour toute l'organisation des fichiers. Alors ça c'est pas ma partie, je pourrais pas bien t'en parler, ce que je peux te dire parce que côté tech ils en parlent beaucoup. C'est une super vision d'aller vers cette archi visiblement pour avoir une structuration de tous les fichiers. Visiblement c'est le top du top, mais je suis pas CTO donc je t'en parlerai mal. Ok. Et puis l'autre gros chantier, c'est l'app mobile. Aujourd'hui, on est une web app, enfin tu vois, on est desktop mobile avec un usage à 95% sur mobile. Là, vraiment, l'enjeu pour 2022, c'est une application iOS et Mobile Android. natif, quoi. Ok. Ouais. Et ça changera tout. Et on L'expérience pour les imagine, fans, on imagine l'expérience que ça peut générer, ouais. Parce que l'essentiel de l'usage, il est quand même mobile, j'imagine, aujourd'hui. chez nous, c'est 95%. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, impressionnant. Et ça m'intéresse de revenir parce que je me dis que
quand toi tu montes cette boîte-là, l'humain au départ était pas ta stratégie. Enfin, c'était pas ton souhait de gérer de l'humain. Aujourd'hui, tu te retrouves manager dans une boîte qui s'avère être assez trendy, qui doit être assez attractive aussi par rapport à son marché de recrutement. Et malheureusement, t'es pas le seul à développer, à recruter des devs. Comment tu gères cette, je sais pas si on peut parler de culture ou en tout cas est-ce qu'il y a des marqueurs dans l'approche managériale que vous proposez avec Gaspard et et des marqueurs qui peuvent peut-être faire de Mime un environnement de travail un peu singulier? Ouais, ben, tu vois, c'est une super question. Alors, pour moi, manager, c'est pas une fin en soi. Euh, et pour rendre la tâche légère et pour que tes salariés le ressentent bien, faut conserver une relation de proximité avec les personnes en responsabilité. Donc, tu vois, pour moi, il faut pas plus de 4 personnes en management direct. C'est des choses classiques, mais qu'on essaye d'éprouver parce que tu le ressens. Si tu as envie de conserver cette proximité, de garder du temps et d'être utile pour les gens que tu vas manager, recruter des bons, enfin, ça va de soi. Mais quand tu as des bons à manager, bah, c'est plus facile. Ça te demande moins d'énergie. Et pour le coup, vraiment apprendre à déléguer. Tu vois, responsabiliser au maximum. Je pense que nous, on l'a fait. C'est-à-dire les responsabiliser sur le staffing de leur équipe. Si c'est justifié, leur laisser la possibilité de prendre des initiatives sur des outils ou des prestats nouveaux à adopter. Tu vois, qu'ils aient la notion aussi de dépenses, RH, logiciel. Moi, je pense que le salarié, il se, il aura le sentiment d'apprendre si tu lui laisses vraiment les clés, si tu lui montres que tu lui fais confiance. Franchement, il aura tendance à s'auto-responsabiliser. Il aura pas envie de décevoir. Donc, ça peut paraître facile à dire, mais faut apprendre à déléguer, clairement. Et puis, ça s'apprend, hein. Tu vois, manager, c'est pas simple. On fait forcément des erreurs parfois. Quand tu te structures, tu as tendance à oublier des règles de base. Tu vois, c'est-à-dire faire des réunions d'équipe, inclure tout le monde. Donc, ne mettre personne dans l'ombre. Tu es obligé de structurer, de mettre en place des copiles, faire remonter l'information à tout le monde. Tu vois, je pense que si tu es très transparent et que sur ta boîte, si les gens savent où tu vas, les bons moments que tu peux vivre, c'est-à-dire à la rencontre de politiques, faire rentrer des stars sur la plateforme. Ces moments, il faut les partager avec tout le monde, il faut inclure tout le monde dans le projet, tu vois. Faut pas que le dev, il ait le sentiment d'être dans son coin en train de développer un outil pour la facturation et d'être en dehors des projets. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il est en train de développer sur la facture, ça a un impact direct sur des super créateurs qui vont se faire payer. On va leur mettre un appel à facturation. Bah, c'est grâce à lui, tu vois. Toutes les factures qu'on va nous émettre. Donc, nous, ce qu'on s'est dit avec Gaspard, c'est qu'il fallait pas qu'on manage plus de 4 personnes en direct, ça c'était clair. Et puis d'avoir une vraie relation de proximité, d'inclure vraiment chacun dans le projet à fond et de leur donner les clés, de responsabiliser tout le monde. Ça vient d'où ce 4 personnes? La notion de 4 personnes en direct, je l'avais jamais entendu. C'est vous qui Ah vous êtes dit ça ou c'est un bah, concept que t'as entendu? ah non, alors je sais pas si je l'ai entendu, j'avais toujours entendu, si tu veux, qu'il y avait une limite sur le nombre en management direct. Ça, j'apprends rien à personne. Nous quatre, c'est ce qu'on a ressenti possible, si tu veux, dans les faits. Donc on n'est pas nombreux, mais tu vois, par exemple, moi, je suis en échange direct avec Gauthier, qui est CMO, qui, au fil du temps, va créer son équipe. C'est lui qui va gérer son équipe. Mais nous, on est en relation, Gauthier et moi, tous les deux. Thomas, qui gère toute la partie Customer Success. Thomas, c'est lui qui gère une vingtaine d'agents. Bah, son rôle, il est clé. C'est lui, si tu veux, qui est en relation avec les 8 millions de personnes. Donc, c'est un rôle qui est majeur. Mais pour ça, il est entouré d'une vingtaine d'agents. Si Thomas ressent le besoin de staffer son équipe, il faut qu'il le fasse, il le fait. Et nous, on lui donne la liberté de le faire. Par contre, on est là pour contrôler, pour s'assurer que le taux de satisfaction client, il est au rendez-vous. On moniteur la marge, on s'assure qu'on peut se permettre. Tu vois, s'il a besoin de staffer, il va nous dire en amont, j'ai besoin de staffer cette partie-là. Ok, je te fais confiance, vas-y. On fonctionne vachement aussi au test, tu vois. On teste, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais on veut pas mettre de frein aux gens tant qu'on peut le faire. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus
Et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur ekiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! D'autres éléments dans les marqueurs, dans l'orga, qui te semblent un peu originaux? Il y a quelque chose qui est original en ce moment, mais ça vient pas de nous, hein. C'est le fait que le remote, le télétravail, il est de plus en plus imposé. Tu vois, là, le gouvernement, il impose 3 jours dès que c'est possible. C'est un peu particulier, on apprend avec ça. Nous, on est favorable complètement au télétravail. Mais c'est vrai que ça bouscule un petit peu ta manière de travailler parce que, tu vois, je te donne un exemple tout bête. T'as envie d'éclater des super bureaux. T'as envie de créer une atmosphère top, d'avoir des bureaux super pour tes salariés. Et de l'autre côté, en fait, tes salariés, ils sont pas beaucoup au bureau, tu vois. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis un gros budget dans des bureaux canons pour donner à tout le monde envie d'être au bureau un maximum de temps? Et d'un autre côté, la tendance est que, C'est pas l'usage, quoi. Peut-être un peu moins l'usage, ouais. tu vois, donc c'est des réflexions que tu as, donc tu es obligé de. Je te dis ça parce qu'on est en plein dans la réflexion, là, tu vois, sur cette partie-là. Donc, comment tu ventiles ça intelligemment? Évidemment que tu tolères du télétravail, mais pareil, si la plupart des gens décident d'aller au télétravail, d'être en télétravail demain, puis qu'il y en a 2 qui décident d'être au bureau, ils vont se retrouver seuls au bureau, alors que la plupart ont dit ce jour-là, tiens, je serai pas là. Donc, est-ce que tu essayes de mettre du cadre un peu dans ce télétravail? Toutes les boîtes sont confrontées à ça, si tu veux, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est nouveau, tu vois. Là, t'es plus en train d'instaurer une journée de télétravail par semaine. Ça devient la norme. Donc, j'ai pas de réponse et j'ai pas de conseils à donner aux gens là-dessus, je t'avouerai, parce que j'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, on est confronté à ça. Donc, on réfléchit tous ensemble, même avec les salariés. C'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on éclate des super bureaux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour vous? Mais d'autre côté, vous y serez peu. Donc, puis on est très transparent, hein, on parle de tout, des loyers, des prix, ce qu'on est capable de faire. Ils le ressentent, donc nous, on leur dit, c'est aussi à vous de nous dire. Nous, on a des envies, mais c'est à vous aussi de nous dire ce que vous voulez faire. Bon, bien. Bah ouais, ça fait partie des joies de l'entrepreneur, mais en tout cas, jusqu'ici, les décisions que vous prenez ont l'air d'être les bonnes parce que ça tourne quand même bien. Une petite question avant de passer aux questions un peu plus perso. C'est sûrement un peu tôt, mais quand j'entends tout le monde le métaverse, la partie crypto, j'imagine que ça arrivera sous peu, le fait de pouvoir payer en crypto ou des choses comme ça, mais le fait de créer un environnement métaverse avec sa star ou avec son créateur, ça peut amener des débouchés assez canons pour une utilisation comme la vôtre. Complètement, t'as complètement raison. Je t'avoue que c'est un sujet qu'on connaît par curiosité tech, mais qui est pour l'instant assez loin de l'ordre du jour sur la partie méta. Mais pour te donner quelques infos, c'est que là, on est sur d'autres sujets. Mais la partie méta, évidemment, faut vraiment être un idiot si on l'éludait complètement, mais qui sont plus accessibles, on va dire, en termes de mois. Il y a le paiement en crypto sur Mime, qui va être quelque chose qui va être disponible fin janvier. Donc ça, je te l'annonce. Okay. Pas avec la crypto Mime, ouais. Mais tu pourras payer en crypto avec ton wallet sur Mime. Donc ça, c'est déjà chouette. La question de la crypto Mime, c'est un autre sujet. Parce que c'est un vrai sujet qui se pose. C'est un sujet, ouais. Maintenant... voilà, on y pense, on réfléchit, on travaille dessus. Il y a la création de NFT pour les créateurs. Ah oui, ça clairement. C'est canon, ouais. Ouais, tu vois, mais sur du NFT substantiel, pas forcément du NFT pur produit digital, tu sais, avec un smart contract qui va dire tiens super, je suis le propriétaire de cette photo. Il y a 50 personnes qui ont cette photo digitale, mais plutôt avoir une espèce de réflexion sur ok, quel NFT on va construire pour toi? Comment on va t'accompagner sur la création de ce NFT, sur la distribution de ce NFT. Ça, c'est une réflexion peut-être à la fois agence et tech, mais sur lequel on travaille. Il y a la cotation des talents. Ça, il y a des boîtes qui le font de toute façon, mais c'est des sujets qui sont super excitants. Tu sais, qui permettent à des fans de miser sur la cote des créateurs, des artistes ou des sportifs. Et puis, 2 petites choses sur lesquelles on est en train de travailler d'un point de vue dev. C'est la gestion des jeux concours. Tu vois, remettre au goût du jour les jeux concours et de créer des outils qui permettent aux artistes, aux sportifs de créer des jeux concours. C'est-à-dire de faire jouer leurs fans, leur communauté, et de mettre mettre des lots, mettre des rewards, faire gagner des places de concert, faire gagner des rencontres, ce genre de choses. Donc on est en train de travailler sur un produit au sein de Mime qui permettra aux créateurs de créer des jeux concours. Et puis enfin, il y a des room audio, réinventer la radio libre. Tu vois, permettre aux influenceurs, aux créateurs.
Le Clubhouse revisité, exactement. On va créer des rooms audio. Ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler également. Canon. En tout cas, tout ça ça paraît être des évidences. Donc, chapeau pour ce chemin jusqu'ici et tous ces débouchés qui sont en train de se présenter. C'est hyper excitant. On passe aux questions un peu plus rapides. Au niveau quand on t'écoute, t'es hyper posé. On a l'impression que tout s'est fait assez naturellement, comme je disais tout à l'heure. Il y a quand même des trucs sur lesquels t'as galéré. On a parlé de tech tout à l'heure. Tu nous as pas décrit en détail ton été dernier, mais je sais qu'il a été très chaud. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre jusqu'ici depuis 2018? Ah bah franchement, t'as répondu à la question. Hein. Ok, c'est la migration tech, l'erreur. La migration de la V1 à la V2. Un cauchemar qui nous a causé à Gaspard et moi des insomnies. Franchement, ça c'était un moment qu'on souhaite à personne. Mais franchement, c'est dur parce que ça remet en question le projet, parce qu'on s'est même posé plein de questions sur l'avenir du projet. Franchement, parce que on voyait pas le bout, puis surtout on se disait, tu sais, une journée avec un service sans continuité, t'as des créateurs de contenu, c'est leur salaire. C'est-à-dire que tous les jours, ils suivent, mais ils refreshent leur page toutes les heures et ils regardent les revenus qui tombent. Quand le service n'est pas disponible 1 heure, c'est l'enfer. Quand il n'est pas 24 heures, c'est un scandale. Et quand il n'est pas pendant 6 jours, bah, c'est simple. On a pris 4000 tickets au support. Ouais, donc, et peur de voir tout le monde partir ailleurs, quoi. Exactement. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, on a pris sur nous et surtout, tu vois, on a fait quelque chose. Je peux parler de ça, mais tu vois, ça nous a coûté beaucoup d'argent parce que pour prouver notre bonne foi, tu vois, c'est un événement dont je peux parler parce qu'il est derrière et ça, on n'a rien à cacher. On a émis, je sais pas, 50 000 codes promo à nos frais, à 50 000 fans qui ont utilisé ce code promo. Et un code promo de plus de 10 euros. C'est nous qui l'avons payé. On a fait un énorme geste pour les créateurs, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas pris de fees pendant tout le mois d'août. Donc, ça veut dire qu'on a travaillé à perte tout le mois d'août. Et on était déjà sur des mois, tu vois, on était sur le mois d'août, je sais pas, c'est plusieurs millions d'euros encaissés sur le mois d'août. Donc, quand tu décides de tout reverser aux créateurs sans prendre ton cut, tu peux faire le calcul, c'est un peu de sous, quoi. Et ça, c'est une décision qu'on l'a prise assez vite, si tu veux. Gaspard et moi, l'idée, c'est pas de perdre trop de temps sur les réunions. Ouais. Oui, mais on se dit, ok, si tu veux, on avait une vision sur du long terme, comme tu dis. On veut que ça soit pérenne. On veut que les gens aient confiance en nous et on avait envie de leur prouver qu'ils sont sur la bonne plateforme et ils peuvent nous faire confiance. Ils nous ont fait confiance. Pour certains, il y avait 2 ans et demi et nous, on voulait leur renouveler notre confiance et de dire faites-nous confiance, on vous lâchera pas. Et voilà. Donc, voilà, ce moment-là, en juillet 2021, franchement, il était rude. C'était quasiment le jour de mon anniversaire. Je me rappelle, j'étais en vacances et j'étais enfermé dans une maison. Je captais pas, j'avais pas de wifi, j'étais en partage de connexion. Ouais, c'était horrible. On m'amenait mon déjeuner dans ma chambre et je voyais personne, je voyais pas mes filles. Voilà. Et en parlant de ça, ça m'intéresse parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse à fond parce que voilà, tu le sais, moi j'ai 4 enfants, j'ai 2 boîtes aussi en parallèle. Et il y a un sujet que j'adore creuser, c'est l'orga perso. Et quand je vois tous les challenges que tu as, je trouve qu'il faut une sacrée discipline pour mener de front et garder un équilibre. Tu peux me donner quelques tips ou quelques illustrations de tes routines ou de ta discipline dans ton quotidien qui te permet de garder cet équilibre-là et d'être efficace aussi dans tout ce que tu fais? Alors, pour que tu comprennes, Gaspard, lui, vit à Lyon. Ouais. On est lyonnais tous les deux, mais Gaspard vit à Lyon et Gaspard a 3 enfants. Moi, je vais à Paris, j'ai 2 enfants que j'ai une semaine sur 2 de mon côté. Et avec Gaspard, on s'est dit, on veut que, si tu veux, c'est un projet, et à un moment, faut pas, c'est du sérieux, mais il faut qu'on s'amuse comme on s'est amusé quand on a lancé le projet, et il faut pas qu'on se prenne la tête, qu'on prenne le boulard, et qu'on vienne à créer des tensions entre nous, parce que, je sais pas, parce que chacun trouve pas sa place par rapport à l'autre, parce qu'il y a des jalousies, ou parce que, physiquement, on se voit plus, parce que chacun est dans sa routine de papa, de père. Non. Donc nous, on a décidé de créer une routine dans laquelle on se voit toutes les semaines, même si on n'est pas dans la même ville. Donc Gaspard monte à Paris 2 jours sur 5, jour ouvré, et moi j'essaie de descendre à Lyon, une fois par semaine, pour se voir. Toutes les 2 semaines. Voilà, l'équipe est majoritairement à Paris. Tu vois, on a des bureaux sympas dans un WeWork ou du Colisée, donc nos équipes sont principalement à Paris. Et puis on a 2 développeurs qui sont lyonnais, qui sont en remote, mais qui montent à Paris 2 jours par semaine.
Donc voilà, ça c'était vachement important. On s'est dit avec Gaspard d'avoir du temps pour nous, de se voir et de maintenir ça. Parce que tu sais, à la fin, tu te retrouves, tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois accorder beaucoup de temps aux équipes, c'est normal. Lui sur la partie produit, sur la partie tech, moi sur la partie customer success, sur la partie market com. Mais en fait, faut pas perdre ces moments qui sont ce produit, c'est une chance, on l'a créé ensemble et notre amitié, elle est plus forte que tout. Enfin, tu vois, il faut pas qu'on la brouille pour le projet. Et tu vois, souvent nos amis nous ont dit, putain, c'est chouette parce que vous avez créé quelque chose qui est pas anodin, qui brasse quand même un peu d'argent, et vous n'êtes pas dans la même ville, vous vous êtes jamais pris la tête, c'est vrai. On s'en est jamais voulu, c'est-à-dire que les décisions, on a toujours décidé, les grosses décisions, évidemment, de les prendre à deux, et de ne rien imposer à l'autre, de ne jamais être dans le conflit, de rien imposer à l'autre. S'il y en a un qui a un doute, sur le choix d'un prestat, par exemple, sur un recrutement, sur une fonctionnalité, s'il y en a un qui a un doute, on considérait qu'il n'y avait pas de doute. Et, Donc, ouais. et on n'a pas deux personnalités, si tu veux, ou quand je dis forte, c'est qu'on a des bonnes personnalités, c'est pas le sujet, je vais pas mais personne veut imposer sa vision à l'autre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement. Bien. Bah, écoute, merci pour l'insight. Au niveau de l'univers dans lequel tu as mis les pieds, ce monde des réseaux sociaux, ce monde de la tech que tu connaissais pas forcément aussi bien avant, est-ce que tu as croisé des boîtes ou une boîte qui t'a inspiré, peut-être par rapport à son produit ou par rapport à son exécution? En fait, c'est assez marrant parce que j'ai énormément de mal à mettre en valeur les visions startup, tu vois, parce que je considère que les réussites, peut-être dont on est témoin dans la tech, elles sont pas nécessairement le fruit d'une vision à leur lancement. Ouais. Tu vois, j'en ai la preuve avec pas mal de boîtes tech dont je connais les fondateurs, tu vois, on parle. D'abord, il y a une idée, parfois c'est une opportunité de marché. Ça marche pas. Dans 80% des cas, ça marche pas d'ailleurs, généralement. Et puis après, c'est la combinaison de plein de facteurs qui expliquent le succès ou l'échec. Tu vois, ça va être le travail, le timing, le marché, l'exécution. Bon. Mais il y a des boîtes quand même dingues en France qui ont réussi vraiment à bousculer des géants. Tu vois, je pense à Lydia. Moi, j'ai un pote qui est chez Lydia. C'est une boîte, tu l'as vu évoluer depuis, j'allais dire 6 ans, même moins à peu près, je sais pas. Et qui aujourd'hui joue des coudes avec des banques de détail. Et Lydia, moi, je l'utilise toutes les semaines et ça facilite ton quotidien. Une boîte comme Lydia, pour la connaître un peu de l'intérieur, ouais, ça c'est une boîte qui a jamais fanfaronné. Aujourd'hui, on en parle vachement parce qu'il y a des levées de fonds, qui a pris son temps pour se développer. Il y a eu des grosses levées, mais qui sont justifiées, mais elles sont arrivées tardivement. Mais ils ont vachement travaillé leur communauté au départ. Ils ont créé énormément de rétention et sans communiquer à outrance, tu vois, à coup de levée de fonds dans les premières années. Je trouve que c'est une stratégie qui m'a séduit, et même dans l'approche qu'ils ont eue dans la manière de communiquer avec leur base d'utilisateurs. Okay. Très transparente, tu vois, dans les news, dans les newsletters, dans les notifs. Chaque fonctionnalité était vachement bien expliquée. Moi, j'ai toujours aimé l'approche Lydia. Voilà. Bon, bah canon. Bah écoute, pour ceux qui veulent en savoir plus, le prochain invité, c'est Alexandre Hamburger, le CTO de Lydia, justement, au micro. Donc il y aura l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de creuser tout ça. Bon, sans préparation, mais c'est le cas. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière qui s'est avéré être utile? Donner de la mesure. Je te prends un exemple très concret, parce que je vais pas en donner 36 des conseils là-dedans, mais de la mesure. Tu sais, quand tu vas calculer les objectifs, par exemple, de tes équipes, t'as le quali, t'as le quanti, etc. Le quali, c'est de la merde. On m'a toujours dit, comment tu vas mesurer le quali? Fixe des objectifs qui soient mesurables. Tu mets de la mesure, comme ça, il n'y a pas de débat. Tu t'enlèves un poids en moins. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et ça venait de ma précédente boîte, où j'étais salarié. Et ben, oui, je te confirme. Mettre de la mesure, et notamment pour les objectifs. Les objectifs quali, donc leur donner un référentiel à atteindre, chiffré, qui permettent d'éviter de te récupérer des énormes discussions en fin de période pour essayer de savoir si c'était bien fait ou mal fait, quoi. Exactement. Il faut que ce soit du quantifiable, que tu aies de la mesure. Et okay. Donc, globalement, tout est mesurable. Alors après, si c'est, franchement, le quali, mais ça, c'était un truc, c'est un enfer. Et moi, moi-même, en tant que salarié, j'ai le souvenir dans les dernières années, parmi mon variable, j'avais du quali, j'avais du quanti. Le quali, franchement, c'est au doigt mouillé. C'est vraiment, t'as l'impression que soit c'est du salaire déguisé, soit alors tu serres les fesses pour savoir si tu vas l'avoir et tu sais pas ce qui justifierait que tu l'aies pas. Ça, là, je l'explique sur la partie des primes, mais de manière générale, même pour les objectifs que tu as fixés avec tes équipes. Tu vois, sur la satisfaction client, par exemple, c'est difficile. Enfin, c'est difficile, oui et non, mais
Nous, on a 8 millions d'utilisateurs, on a des centaines de tickets par jour. Bon, moi, je vais te donner 2 exemples. C'est le temps de réponse moyen des tickets. On est passé, par exemple, de 2 heures à 15 minutes. Donc, tu vois que tu es capable de réduire ce délai de réponse à tes tickets. Ça, c'est quantifiable. Et ton taux de satisfaction client. Donc, on a pas mal d'outils de mesure. Tu peux avoir, tu vois, des prestats comme Trustpilot qui vont t'aider. Quand on a migré à la V2, on s'est fait défoncer. Donc, on est passé en dessous de 4 sur 5. Et aujourd'hui, tu vois, à force de travailler avec les utilisateurs, et ben, on est remonté à 4,5 sur 5. Tu vois, ce qui est une super note. Donc, c'est du SAV. Et pour autant, on arrive à fixer des KPI qui soient quantifiables. Ok, très clair. Comment tu fais pour maintenir ou développer d'ailleurs ta culture tech, ta culture légale? Comment tu t'enrichis un peu et tu développes tes compétences aujourd'hui? T'as des sources, que ce soit des bouquins, des personnes, des sites que tu consultes pour te mettre à jour? Je pense beaucoup les équipes, tu vois, mes équipes ou nos équipes. L'équipe, le journal? Non. Non, non, pas lui. Je le regarde pas très lui, peu. les équipes. Celui-là. Non, je considère que, tu vois, chacun est bien mieux calé que moi dans son secteur. Tu vois, je te prends Thomas qui gère la partie Customer Success et puis lui aussi qui a une histoire, qui a travaillé. Bon, je vais m'enrichir de Tom sur son secteur, sur la partie par exemple MarketCom. J'ai pas d'expérience en soi, si ce n'est mon apprentissage, tu vois, et l'expérience au quotidien, de manière un peu empirique. Mais Gauthier, il a fait ça pendant des années chez Canal, il a fait ça des années chez l'Express. Lui, il a une véritable expertise sur la partie réengagement d'utilisateurs, sur la partie CRM, qui est une expérience que moi, j'avais pas. Je vais énormément apprendre de Gauthier sur ces sujets-là, typiquement. Gaspard, la partie CTO, il était dev, il aime dire qu'il est pas dev, mais il s'est très bien développé. Mais effectivement, notre CTO a une manière de voir les choses, sûrement que peut-être Gas n'avait pas d'un point de vue très tech. Donc moi, j'apprends énormément des équipes et ça me met à la page sur plein de choses. Et surtout, on a une chance qui est dingue, c'est qu'on est dans une industrie qui nous permet de rencontrer plein de gens fous, tu vois, des business insoupçonnés et des gens dingues. Et tu vois, par exemple, je te dis, je crois que du coup, tu vas interroger une personne de chez Lydia, chez Innovation Leaders bientôt. Mais tu vois, il y a quelqu'un, je te dirais, qu'il faut absolument que tu rencontres. C'est un des fondateurs de Royalties, Christophe. Royalties, c'est une plateforme qui permet de coter les artistes, les sportifs, et qui permet aux fans de pouvoir acheter un peu de chaque personnalité. Le business, il est dingo. Et d'ailleurs, il y a des synergies complètement possibles avec Mime, ce genre d'industrie. C'est clair. Donc, tu rencontres plein de gens comme ça, tu vois, dans l'industrie des cryptos, dans l'industrie de la blockchain, donc des NFT, sur la cotation. C'est fou. Dans le paiement, tu vois, quand on parle de la fintech, par exemple, Mime, donc on fait partie d'un secteur qui s'appelle la passion economy, la creative economy. Mais le paiement, c'est clé. C'est clé, pourquoi? Parce que tout l'argent qu'on collecte, on le fait grâce à des solutions de paiement qu'on appelle des PSP. On bosse avec aujourd'hui 3 PSP. On est amené à évoluer dans le setup des PSP, parce qu'il y a des PSP qui sont meilleurs en Europe, d'autres qui sont meilleurs en Asie, d'autres qui sont meilleurs aux US, parce qu'ils ont des taux d'acceptation bancaire qui sont meilleurs, peu importe. Du coup, ça nous a obligés à devenir des experts en paiement. Tu vois? Et les problématiques de paiement, mais tu peux pas imaginer ce que c'est. Quand je te parle de taux d'acceptation bancaire, c'est que tu vas bosser avec des PSP qui ont un taux d'acceptation de 80%. C'est-à-dire que tu vas perdre 20% des transacts, tu vas pas les processer parce que ton PSP, il y a des cartes bleues qui va refuser, parce qu'il connaît pas la banque, parce que machin. C'est pas normal. Alors que ton deal est fait, mais il est juste pas encaissable. T'as quelqu'un qui est avec une CB, qui est prêt à payer 20 balles, mais parce que il est au Pérou, et que ton PSP européen, il connaît pas cette banque péruvienne, alors que le mec, il a les fonds, il a pas d'usage malveillant, mais le PSP, ces algos vont considérer que sur 50 critères, il y en a 2 qui font qu'on prend pas de risque, on rejette la transac. C'est fou. Alors que si tu as un PSP LATAM, la transac va passer. Et donc c'est pour ça que tu vas. Et là, tu te dis, ah tiens, maintenant il va falloir utiliser des agrégateurs de PSP, tu vas mettre des règles particulières pour processer tous les paiements, optimiser ton taux d'acceptation bancaire, réduire ta fraude au paiement. Bref, et donc ce qui est un sujet peut-être détail au départ devient un sujet critique et essentiel et en fait tu dégages une expertise parce que complet, mais c'est intéressant parce que ça touche ton business. Et ça te donne des idées que tu n'aurais peut-être pas eu. Enfin, tu rebondis là-dessus, c'est clair, mais au départ, tu dois quand même te manger ce sujet-là et le décrypter assez rapidement, ce qui est pas donné à tout le monde. Mais du coup, tu rencontres plein de boîtes, tu vois, pour répondre à ta question, effectivement. Du coup, et là, ça fait autant de sources d'infos. Ouais. Exactement.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ton parcours jusqu'ici, pro ou perso, que tu nous recommanderais? J'ai pas de livre, j'ai des livres que j'ai lus, mais à recommander, je n'en ai pas. Ok, et ben next. En dehors de Mime, est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu nous recommandes, que tu utilises et qui est incontournable pour toi? Molotov, ouais, j'ai une app que j'utilise vachement pour regarder en stream, pour regarder les chaînes Donc TV, télé. quoi. Ouais. Ouais, TV, Molotov, clairement. Et il y a une application aussi plutôt pour la musique qui s'appelle TuneIn, avec donc là, ça te permet d'écouter toutes les radios du monde. Et il y a une radio, et je le dis, je leur fais de la promo, je dois être le seul à écouter cette radio. Ça s'appelle Jazz Café. Jazz Café. Et quand je mets ça chez moi, tout le monde a l'impression qu'on est dans un ascenseur ou dans un club de charme. Ouais. Et ben j'adore Jazz Café. Ça t'apaise. C'est Bon, TuneIn. très bien. Et ben parfait. Et ben tu m'as dit, je voulais te demander qui tu me recommandais d'avoir à ce micro. Tu m'en as parlé, Royalties, je vais creuser. C'est à lui auquel tu pensais si je te demandais. Christophe Vattier. Ouais, franchement, la boîte est géniale. Le concept est fou. Je pense que ça intéressera les auditeurs d'Innovation Leader. À mon avis, c'est quelque chose sur lequel il va falloir compter. Donc, c'est la cotation des artistes. Aujourd'hui, tu peux acheter du Veolia, tu peux acheter des parts d'une boîte, mais demain, tu pourras acheter grâce à les Royalties. J'ai pas d'action chez eux, hein, je préfère prévenir. Mais demain, tu pourras acheter des parts de tel joueur de foot. Tu vois, je crois qu'ils ont rentré en cotation 5 joueurs du PSG. C'est fou, tu vois. Ouais, c'est assez dingue. Et je t'avoue que j'ai un peu du mal à capter, mais je vais creuser ça. Ça me rappelle aussi Sorare, parce que Sorare, qui est quand même, on en a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est cotation, digital, ça fait quand même partie de cet univers-là. On va essayer de les avoir aussi au micro du podcast. Merci 1000 fois, Pierre, pour cet échange, pour cette transparence dans ton parcours, pour la qualité de ce parcours aussi, pour les chiffres que tu arrives à avancer. Moi, ça me fascine. C'était passionnant, hyper instructif. Merci pour tout et on se tient au courant. Merci beaucoup, Geoffrey. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.